Alors Mathieu, Emmanuel Macron qui aurait volé l'élection au peuple français, en tout cas selon le NFP, mensonge ou en partie réalité? Moi je dirais pas ça comme ça, je dirais que le président de la République a commis un déni de réalité. Au soir du 7 juillet. C'est-à-dire qu'en fait, il a considéré qu'au soir du 7 juillet, alors que les Français ont voté par 3 reprises pour le fait qu'il partage le pouvoir, que lui considère encore qu'il pouvait justement, qu'il ne doit pas partager le pouvoir et qu'il doit juste être à l'initiative des tractations pour la nomination du Premier ministre. Ça, c'est un déni de réalité, parce que Emmanuel Macron a perdu 3 fois aux élections législatives de 2022, il faut le rappeler déjà, où les Français avaient dit il faut partager le pouvoir, monsieur le Président de la République, en lui donnant une majorité relative et non une majorité absolue. Ensuite, aux élections européennes, il lui a infligé la pire claque électorale qu'a pris un parti présidentiel lors des élections européennes. Et puis aux élections législatives de 2024, alors qu'il demandait une clarification, il a pris à nouveau une claque électorale puisque le parti présidentiel a perdu plus de 100 députés. Donc ça, c'est le constat sur le président de la République. En revanche, le président de la République n'a pas commis de déni démocratique puisque le nouveau Front populaire, en réalité, se moque un petit peu de nous. Le nouveau Front populaire prospère sur 2 mensonges. Le premier mensonge, c'est de considérer qu'ils ont gagné les élections. Or, ce n'est pas vrai puisque, effectivement, ça a été rappelé dans le reportage, 2 tiers des députés sont contre le nouveau Front populaire. Le deuxième mensonge, c'est de considérer que le nouveau Front populaire est dans la même situation que ne l'était le parti présidentiel entre 2022 et 2024. Or, ce n'est pas vrai. Le parti présidentiel avait une majorité relative, mais cette majorité relative-là tenait face à une motion de censure. Or, le nouveau Front populaire n'est pas dans cette situation-là, puisqu'il agrège 2 tiers des députés, donc 350 députés, contre lui. Si par cas le parti présidentiel était dans le même cas que le nouveau Front populaire entre juin 2022 et juin 2024, il aurait été censuré à plusieurs reprises, notamment lors de la réforme des retraites. Or, on a vu que lors de la réforme des retraites, même avec des députés républicains qui sont jugés plus compatibles avec le parti présidentiel, Emmanuel Macron et son parti avaient tenu face à une motion de censure. Alors du coup, est-ce que finalement Emmanuel Bien sûr. En fait, la réalité aujourd'hui par rapport à Lucie Castet, et c'est ça l'erreur qu'a fait le nouveau Front populaire, c'est qu'ils ont envoyé des signaux antidémocratiques, notamment plusieurs points, c'est-à-dire le premier point, c'était qu'ils allaient gouverner par décret. Donc Lucie Castet aurait pu prendre des décrets, effectivement, notamment revoir les décrets d'application de la loi sur la réforme des retraites qu'avait fait voter le président de la République, et prendre des décrets, notamment sur la hausse du SMIC, des sujets sur lesquels le président de la République ne voulait pas aller, parce qu'il considère que lorsque la France est en procédure de déficit excessif imposé par l'Union européenne, prendre ce type de mesures ne serait pas sérieux d'un point de vue budgétaire et entraînerait ce qu'on appelle aux États-Unis le shutdown, c'est-à-dire la perte de crédibilité des marchés financiers pour refinancer le pays, et puis justement pour qu'on puisse avoir de nouvelles recettes supplémentaires pour l'année prochaine, notamment pour le vote du budget. Ça, c'était le premier point qui était problématique par rapport au nouveau Front populaire. Le deuxième point, et je reviens à ce qu'il dit, c'est un point qui est plus politique. C'est-à-dire qu'en fait, le nouveau Front populaire a expliqué depuis le 7 juillet qu'il fallait nommer effectivement Lucie Castet parce que, depuis le 7 juillet, depuis que Lucie Castet est la candidate du nouveau Front populaire, parce que c'est eux qui sont arrivés en tête. Mais quand on regarde à la fois l'histoire de la République française, que ce soit la 4e ou la 5e, mais également ce qui se passe dans les autres pays européens, ce n'est absolument pas le cas. Je prends 2 exemples. Sous la 4e République, on dit souvent, et je pense que la lecture de Benjamin Morel de la situation est plus intéressante que celle des députés de la France insoumise, on dit souvent qu'on est revenu sur un régime de la 4e République. Alors lorsqu'on regarde et qu'on analyse les élections de 1956, par exemple, la coalition de droite était arrivée en tête avec 1/3 des députés, suivi de la coalition de gauche. Et pour autant, c'est la coalition de gauche, donc Guy Mollet, qui a continué de gérer le pays, donc Guy Mollet socialiste, parce qu'il bénéficiait de la neutralité du Parti communiste à l'époque. Donc on voit bien que lorsqu'on est dans cette situation-là, il faut avoir la neutralité d'un des autres blocs. Ce qu'a aujourd'hui Michel Barnier sur le papier. Ensuite, deuxième exemple, ils disent au niveau des autres pays européens, on se moque de nous. Mais la réalité, ce n'est pas ça, puisque quand on regarde la situation, par exemple, en Espagne, l'Union des droites est arrivée en tête des élections législatives il y a 1 an, et pourtant, c'est Pedro Sanchez, Premier ministre socialiste, qui gère le pays aujourd'hui. Donc toujours est-il qu'aujourd'hui, le nouveau Front... Vraiment la stratégie du chaos qui est employée, puisque le nouveau Front populaire est un accord électoral. Ce n'est pas un accord aujourd'hui de coalition parlementaire. C'est un accord électoral qui a troqué ce qu'on dit la lutte des classes pour la lutte des places. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui importe aujourd'hui au nouveau Front populaire, c'était la répartition des postes. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis la création du nouveau Front populaire, lors des législatives, l'enjeu numéro 1 du Front populaire, c'était la répartition électorale des circonscriptions. On se souvient de Jean-Luc Mélenchon qui avait dit j'ai dû acheter les socialistes pour 100 circonscriptions. Donc c'était véritablement les places, c'était les députés, sauver les postes et en obtenir de nouveaux. Ensuite, quand on regarde ce qui s'est passé après le 7 juillet,
de quoi a parlé la gauche? La gauche n'a pas parlé de son programme. La gauche a parlé des élections à la présidence de l'Assemblée nationale, puis ensuite des élections au bureau de l'Assemblée nationale. Ils n'ont parlé que de postes. Ensuite, après, ils ont parlé d'un troisième sujet qui est la nomination du Premier ministre. Encore un poste. Donc, ils ne font que parler de postes, mais à aucun cas, ils parlent de leurs idées. Or, la réalité aujourd'hui, c'est que leurs idées sont réfutées par 66% des députés, donc c'est quand même un premier sujet. Elles sont réfutées par 70% des Français qui n'ont pas voté pour ces idées-là, et puis elles sont réfutées par le président de la République qui, malgré tout, nomme le Premier ministre. Donc quand vous avez autant de gens qui sont contre vous, il ne faut pas s'étonner que l'on ne puisse pas aujourd'hui vous nommer aux responsabilités du pays. Alors la gauche, il nous reste quelques minutes, on va peut-être voir ce sujet de Mathilde Ibanez, puisque la gauche, on se souvient, qui se présentait unie comme jamais au lendemain. Et de plus en plus de femmes aujourd'hui changent de leur comportement par rapport à cause de l'insécurité, parce que justement, soit elles vont changer de route, soit elles vont changer de quartier, ou elles vont justement prendre davantage les VTC et autres taxis pour rentrer, puisque aujourd'hui, malheureusement, la France est gangrénée par l'insécurité et surtout par une barbarisation de la société. Qui aurait imaginé en France, il y a 40 ans, qu'il puisse y avoir 120, 130 attaques aux armes blanches par jour dans notre pays? C'est quelque chose qui était inimaginable auparavant. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui des méthodes de règlement des différends entre les gens dans la société qui se démarquent par à la fois une ultra-violence, c'est-à-dire que les gens sont il y a de plus en plus de violence dans la société, et par ce qu'on appelle une barbarisation, c'est-à-dire avec des gens qui arrivent avec de nouveaux codes culturels, notamment utilisant l'arme blanche pour régler un différend, ce qui n'était pas le cas avant. Quand on combine les deux métriques, on s'aperçoit du coup que la France doit mettre en œuvre une politique sécuritaire qui soit massivement répressive, parce que ces gens-là, dès lors que vous utilisez un couteau, alors que 95% des Français trouveraient ça absurde de se balader avec un couteau dans la rue et de poignarder quelqu'un, il n'en demeure pas moins que maintenant, il faut justement que les pouvoirs publics puissent avoir une politique répressive en la matière, puisque ces gens-là ne seront pas réinsérables dans la société. Lorsqu'on a aujourd'hui des gens qui attaquent au couteau des personnes, on peut se dire que psychologiquement, ou en tout cas d'un point de vue de leur niveau culturel, ils ne sont pas assimilables dans notre société. Et particulièrement des femmes, Fabrice Sakoun. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des femmes sur le territoire français font attention en sortant notamment le soir, en allant se garer dans des parkings. Alors elles sortent. Ministre de l'Éducation, je citais notamment Pape Ndiaye il y a un instant, il n'y a toujours pas de professeur, on entendait ce témoignage d'Arnaud Fabre à l'instant, crise des vocations également. Au fond, à qui la faute ? La faute est aux gouvernements successifs qui se sont enchaînés depuis au moins 1981, où on a un profond déclin éducatif. Mais contrairement à ce que l'on pense, la question de l'école et de l'éducation, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de philosophie. La France dépense autant que l'Allemagne et autant que les pays de l'OCDE dans les dépenses de l'éducation, 14% de son PIB. Là, c'est une question de gestion finalement? Exactement, exactement, c'est une question de gestion. En France, on a plus de professeurs qu'en Allemagne. Et pourtant, on a des problèmes justement de personnel auprès des classes et auprès des élèves. Pourquoi? Parce que l'argent aujourd'hui qui est massivement investi dans l'éducation nationale est mal employé et mal utilisé. Il part dans les rectorats, il ne vient pas sur le terrain. Pourquoi aujourd'hui en France on dépense autant qu'en Allemagne et pourtant sur l'éducation, et pourtant nos profs sont moins bien payés qu'en Allemagne? C'est toutes ces questions-là auxquelles il faut répondre. Or aujourd'hui, ce qui crée la difficulté la tension sur les recrutements, c'est qu'en fait vous avez beaucoup plus de gens qui partent de l'éducation nationale. On est à plus 700% de démissions de professeurs de l'éducation nationale entre 2008 et maintenant. Ça fait 2800 postes qui sont donc démissionnaires chaque année. C'est à peu près ce qui nous manque aujourd'hui à chaque rentrée. C'est ce qui n'est pas justement pourvu par les concours du CAPES notamment. Donc ça montre que l'école aujourd'hui, ce n'est pas un problème de moyens, mais c'est un problème de gens qui partent. Et pourquoi les gens partent aujourd'hui? Les professeurs partent de l'éducation nationale parce qu'on y a introduit l'égalitarisme, donc avec le nivellement par le bas. C'est très compliqué aujourd'hui pour un enseignant d'enseigner à des élèves parce qu'il juge que le niveau aujourd'hui baisse et qu'il ne se retrouve plus dans sa logique de transmettre du savoir et de faire briller ses élèves. Et parce qu'on lui a imposé le nivellement par le bas, notamment avec cette culture un peu pédagogiste, où justement on s'est dit il faut absolument que les élèves les moins bons rattrapent les élèves les meilleurs, et donc on nivelle tous les élèves sur le niveau des élèves du bas, qui sont pas bons. Et puis ensuite, il y a la question de la sécurité et des conditions de travail. Ouais. Concrètement, on a trop longtemps laissé faire dans les classes aujourd'hui, avec la doctrine du pas de conflit, pas de vague. On a trop laissé les professeurs tout seuls face à des élèves de plus en plus violents, face à une jeunesse qui est de plus en plus violente, et ça démontre aujourd'hui pourquoi les gens partent de l'éducation nationale. Et Arnaud Fabre le disait justement, le problème de ces élèves perturbateurs, Fabrice Sakoun, la qualité de l'enseignement. Alors on l'a compris, il y a un problème de gestion, pas forcément
peut-être, depuis le début de ses prises de parole, on a remarqué ce parler concret. En tout cas, c'est ce qu'il essaye de dégager. D'un point de vue politique, quand on regarde l'image et la cote de popularité des premiers ministres d'Emmanuel Macron, on voit que lorsqu'ils font tout l'inverse de ce que représente Emmanuel Macron, leur cote de popularité est très bonne. Je prends l'exemple notamment d'Édouard Philippe, qui a incarné justement une personne qui, lors de la crise sanitaire, a dit « je ne sais pas », alors qu'on a l'impression que le président de la République sait tout, justement, ou Gabriel Attal, qui a effectivement mis en place une autre méthode, une méthode qui différait de celle d'Emmanuel Macron, ce qui a abouti effectivement une cote de popularité de Gabriel Attal supérieure à celle de l'exécutif. Donc je pense que Michel Barnier essaye, d'un point de vue de l'image, de se détacher dès le départ d'Emmanuel Macron parce qu'il va hériter malgré tout du bilan du macronisme. Et le bilan du macronisme, sur les questions de santé, mais sur les autres questions liées au service public, n'est pas bon. En 2017, il y avait 3,5 millions de Français qui vivaient dans un désert médical. Aujourd'hui, ils sont plus de 5 millions. Donc ça, c'est une situation qui est une réalité pour bon nombre de nos concitoyens. Et puis le deuxième élément aussi, ça a été rappelé, c'est que Emmanuel Macron a été élu sur une promesse de déverrouiller les services publics et de déverrouiller les blocages administratifs au sein de l'État. Or, nous, ce qu'on voit, c'est lorsqu'on a travaillé sur la question de la crise des urgences, on s'aperçoit que les dépenses de fonctionnement hors personnel ont explosé à l'hôpital, notamment en comparaison par rapport à l'Allemagne. Aujourd'hui, on a 30% des dépenses de fonctionnement hors personnel qui sont affectées à l'hôpital sur ces sujets-là, alors qu'elles ne sont que de 15 à 20% en Allemagne. Or, la France dépense autant que l'Allemagne d'un point de vue budgétaire pour son hôpital, et donc ça pose la question de où va l'argent aujourd'hui dans le monde de la santé. La question n'est pas augmenter les budgets à raison et de démultiplier les crédits dans la santé. La question, c'est de mieux répartir l'argent qui existe déjà dans la santé. Alors, Michel Barnier, qui est l'Allemagne. Parce que Mathieu Hoc, si je posais la question, c'est que nous évoquions l'éducation tout à l'heure et finalement, nous avons souligné que ce n'était pas forcément une question de montant du budget, mais plus une question d'organisation au fond. Est-ce que c'est la même chose dans la santé ? Oui, tout à fait. Là, ce que les chiffres que donne justement la personne qui intervient dans votre reportage sont à mettre en perspective avec ce que dépense la France en termes de dépenses de santé. La France dépense autant que l'Allemagne en termes de son PIB pour les dépenses de santé, c'est 9%. Et pourtant, on voit bien que l'Allemagne a plus de lits par habitant et a plus de personnel par habitant. Ça démontre une chose, c'est que notre système de répartition de l'argent public dans le secteur de la santé n'est pas optimale. Et comme je vous le disais, parce qu'il y a une bureaucratisation du système de santé qui est à outrance et qui justement s'explique par un différentiel. C'est-à-dire qu'il y a 30% des dépenses de santé qui sont affectées aux dépenses de fonctionnement, notamment dans les hôpitaux, entre 25 et 30% selon les hôpitaux, lorsqu'en Allemagne, on est à 10 points de moins. Et c'est ces 10 points-là qui expliquent aujourd'hui pourquoi le système de santé est en colère contre les pouvoirs politiques, parce qu'ils n'ont pas su résoudre cette question-là. Ensuite, après, comme je le disais, il y a un problème d'offre effectivement en termes de lits, et puis un problème d'offre en termes de démographie médicale, parce que pour le soin, c'est une activité faite par des gens. Et donc, si nous en France, on a de moins en moins de soignants, pourquoi ? Parce que justement, on a appliqué le numerus clausus pendant des années, ce qui a restreint la démographie médicale de toutes les professions médicales de santé, et puis d'autre part parce qu'aussi il y a un problème de temps médical en France, et qui va être d'ailleurs plus global au niveau européen, c'est-à-dire que les soignants d'aujourd'hui travailleront moins que les soignants d'hier. Donc ça démontre quand même que si nous avons moins de soignants et que ceux-ci travaillent moins que les générations passées, puisque auparavant on avait des médecins qui pouvaient faire 70-80 heures par semaine, vous allez avoir un double effet sur le temps médical, et donc si nous ne recrutons pas davantage de soignants, nous n'y arriverons pas. Donc question également de recrutement, bien évidemment. Au fond, est-ce que c'est la même chose dans la santé ? Oui, tout à fait. Là, ce que les chiffres que donne justement la personne qui intervient dans votre reportage sont à mettre en perspective avec ce que dépense la France en termes de dépenses de santé. La France dépense autant que l'Allemagne en termes de son PIB pour les dépenses de santé, c'est 9%. Et pourtant, on voit bien que l'Allemagne a plus de lits par habitant et a plus de personnel par habitant. Ça démontre une chose, c'est que notre système de répartition de l'argent public dans le secteur de la santé n'est pas optimale. Et comme je vous le disais, parce qu'il y a une bureaucratisation du système de santé qui est à outrance et qui justement s'explique par un différentiel, c'est-à-dire qu'il y a 30% des dépenses de santé qui sont affectées aux dépenses de fonctionnement, notamment dans les hôpitaux, entre 25 et 30% selon les hôpitaux, lorsqu'en Allemagne, on est à 10 points de moins. Et c'est ces 10 points-là qui expliquent aujourd'hui pourquoi le système de santé est en colère contre les pouvoirs politiques, parce qu'ils n'ont pas su résoudre cette question-là. Ensuite, après, comme je le disais, il y a un problème d'offre effectivement en termes de lits, et puis un problème d'offre en termes de démographie médicale.
médical, parce que pour le soin, c'est une activité faite par des gens. Et donc, si nous en France, on a de moins en moins de soignants, pourquoi ? Parce que justement, on a appliqué le numerus clausus pendant des années, ce qui a restreint la démographie médicale de toutes les professions médicales de santé. Et puis d'autre part, parce qu'aussi, il y a un problème de temps médical en France, et qui va être d'ailleurs plus global au niveau européen, c'est-à-dire que les soignants d'aujourd'hui travailleront moins que les soignants d'hier. Donc ça démontre quand même que si nous avons moins de soignants et que ceux-ci travaillent moins que les générations passées, puisque auparavant, on avait des médecins qui pouvaient faire 70-80 heures par semaine, vous allez avoir un double effet sur le temps médical. Et donc, si nous ne recrutons pas davantage de soignants, nous n'y arriverons pas. Donc, question également de